allons donc pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Il y a quelqu'un qui ne nous entend pas, apparemment. Mais le son semble fonctionner de notre côté, en tout cas. Ok, parfait. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Mathilde, responsable contenu chez Acumanager. Et je suis avec Kathleen et Benoît, nos intervenants pour le webinaire du jour, qui s'intitule « Les 8 étapes clés pour réussir la mise en place de votre logiciel de laboratoire LIMS ». Donc, je vais les laisser se présenter d'ici quelques minutes. Alors, à l'ordre du jour, dans un premier temps, on remettra un peu le sujet dans son contexte. Tu peux revenir, s'il te plaît. Merci. Ensuite, nos intervenants se présenteront et vous présenteront par la suite les 8 étapes clés pour réussir votre projet LIMS et nous enchaînerons ensuite avec les questions-réponses. Donc, pour rappel, vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat. Oui, alors, nos intervenants y répondront donc en fin de session. On peut passer à la dia suivante. Alors, il est vrai que l'implémentation d'un logiciel de laboratoire LIMS peut à première vue sembler complexe, notamment à cause de l'intégration du logiciel à des systèmes existants, à la diversité des processus propres au laboratoire en interne, à la gestion des données, à la gestion des différentes ressources et même parfois à la réticence des employés face à un tel projet. Mais ça reste une réelle opportunité pour un laboratoire de vraiment gagner en efficacité, notamment par rapport à cette gestion des données, à la centralisation, à l'automatisation des processus, aussi à la traçabilité, à la conformité. Et donc, on sait que chaque laboratoire est différent, que chaque laboratoire a des flux de travail différents, a des besoins spécifiques aussi et uniques. Et donc, en suivant une approche qui est structurée, en adoptant les bonnes pratiques, cette complexité, donc ce projet qui peut sembler complexe d'un premier abord, va être transformé en un projet fluide et réussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter ce sujet, parce qu'on sait chez Acumanager qu'avec une planification qui est adaptée, l'implémentation du LIMS va être non seulement simplifiée, mais aussi devenir un véritable atout stratégique pour votre laboratoire. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mes collègues qui vont vous détailler cette étape. Et merci encore pour votre présence et je vous souhaite un webinaire enrichissant. Bonjour à tous, donc moi c'est Kathleen Elf, je suis donc ingénieure technico-commerciale pour Acumanager. Donc auparavant j'ai été formatrice pour Acumanager, donc j'ai mis en place plusieurs projets LIMS dans des domaines assez variés. Bonjour, donc moi c'est Benoît Gossens, je suis directeur commercial et opérationnel chez Acumanager, mais j'ai également une autre casquette qui est chef de projet senior sur la partie LIMS à ce niveau-là, et avec plus de 20 ans d'expérience. On va se rajeunir un peu, on va se limiter là. Voilà. Alors, donc effectivement, comme l'a dit Mathilde, l'implantation d'un système LIMS, c'est un processus qui va nécessiter une collaboration étroite entre plusieurs parties prenantes et qui va commencer par la première étape que je vais vous décrire maintenant, qui est l'analyse des besoins. Le but, ça va être d'éviter les rétropédalages, c'est-à-dire de revenir sur des décisions qui auraient été déjà prises et qui pourraient ralentir le projet ou créer de la confusion. Donc, la première chose à faire dans cette étape, c'est de commencer par définir vos besoins, c'est-à-dire en interne, ce que vous voulez gérer dans le LIMS et éventuellement les phases si nécessaire. Une fois que vous avez fait cette première étape, vous allez pouvoir définir les ressources et les différents acteurs qui vont rentrer en jeu dans ce projet. On peut citer plusieurs catégories, notamment le ou les gestionnaires de projet. Donc, ça va être un véritable rôle clé, une sorte de chef d'orchestre qui va permettre d'assurer la cohérence et la fluidité du projet. Donc, ce gestionnaire de projet, il pourra être accompagné d'un ou de plusieurs key users.
pour pouvoir vraiment identifier les objectifs, les éléments fonctionnels à mettre en place. Ce gestionnaire de projet, il sera de votre côté, en interne, mais aussi du côté de votre prestataire. Donc, nous, dans le cadre de nos accompagnements, on définit toujours un gestionnaire de projet qui vous suit du début à la fin. On peut également citer les prestataires informatiques qui vont apporter cette expertise technique pour tout ce qui est installation et configuration de votre logiciel de LIMS, si jamais cette partie n'est pas prise en charge par votre prestataire. L'idée, ça va être de mettre en place une véritable gestion de projet, une véritable démarche projet avec donc, des revues, des points réguliers et d'avancer conjointement entre vos connaissances de votre métier, de vos flux, de votre fonctionnement et notre expertise ou l'expertise de votre prestataire sur la solution. Là où on voudrait attirer votre attention, c'est que ces ressources, que ce soit en termes de personnes ou de temps, elles vont devoir être planifiées et libérées en quantité suffisante pour assurer la réussite de votre projet. C'est souvent un point qui a tendance à être sous-estimé. Le dernier point de cette étape 1, ça va être de réaliser un audit de votre fonctionnement actuel conjointement avec votre prestataire. L'idée, ça va être d'avoir vraiment une vision claire des besoins du laboratoire et aussi des attentes des utilisateurs finaux. Donc, on va regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui doit être amélioré pour le fonctionnement du LIMS. Un dernier point de vigilance sur cette étape, ça va être l'ensemble des micro-décisions qui vont pouvoir être prises tout au long du processus, puisque c'est des décisions parfois minimes, qui peuvent paraître minimes en apparence en tout cas, mais qui peuvent avoir un impact significatif sur le déroulement du projet. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment une communication entre les différents acteurs. Et donc, une fois que les besoins sont bien définis, que les acteurs également sont définis et libérés, on va dire, en quantité nécessaire, on va mettre en place un macro-planning en fonction de vos priorités. Voilà pour ce premier point. Merci Kathleen. Donc, comme Kathleen, on va d'abord passer, excusez-moi. Un petit sondage. Voilà. Alors. Vas-y Mathilde. Envisagez-vous de mettre en place un logiciel de laboratoire? Oui, non, ou est-ce que c'est en cours de mise en place? Est-ce que vous avez bien accès? Dites-nous si vous avez bien accès au sondage. Je pense que oui. Et vous avez peut-être les 4 questions d'un coup. N'hésitez pas à répondre dans la conversation si on a un petit bug de notre côté. Ça nous permettra d'en savoir un peu plus sur vous et sur votre projet. Ce que je vous propose, en tout cas, c'est de pouvoir poursuivre. On va voir avec le sondage ce qu'on peut faire. Mais donc là, je vais vous parler plutôt de la deuxième étape. Donc, comme vous l'a expliqué, Kathleen, c'est essentiel d'avoir au départ une bonne définition du besoin et donc une analyse de celui-ci de manière bien précise, en tout cas la plus précise possible pour éviter les rétropédalages comme elle vous l'a signalé. La deuxième étape, c'est quand même à un moment donné de rentrer dans le système et dans le cœur du système. Et donc, à ce niveau-là, c'est quoi? Ça va être de définir des données de base. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
On va commencer par le cœur du système, et le cœur d'un LIMS, ce sont généralement les analyses qui sont à réaliser. Donc, on va alimenter, donc par rapport à d'autres logiciels, le LIMS est vraiment un logiciel qui a besoin d'être alimenté pour pouvoir commencer son utilisation et son rayonnement, je veux dire, dans les différentes missions qu'il va pouvoir remplir. Et dans ce cadre-là, on va rentrer d'abord les données de base. Alors, quand on parle de données vraiment de base, c'est vraiment les données fondamentales. Par exemple, on pourrait citer les unités, les clients, les fournisseurs, les types d'échantillons qu'on va pouvoir traiter au sein du laboratoire. Le but est véritablement de tout mettre à disposition dans le système pour remplir une autre donnée qu'on va estimer donnée de base, mais qui est quand même déjà un peu plus complexe, que sont les analyses. Puisque le LIMS a pour objet de gérer les analyses au sens large, donc les contrôles qui sont effectués au sein du laboratoire. Et donc, il est indispensable de venir non seulement définir, mais également prototyper les analyses. Alors, quand j'entends prototyper, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour telle analyse, quelles sont les données dont je vais avoir besoin? Quelles sont les données les résultats que je vais vouloir stocker? Est-ce que j'ai uniquement un résultat final de mon analyse, ou est-ce que j'ai différents résultats partiels, intermédiaires, que je veux aussi stocker dans mon système, dans le but de pouvoir y appliquer des formules de calcul pour minimiser les risques d'erreur, etc. Et donc de ne pas avoir juste la version, le résultat final, mais bien un certain processus réalisé en accord évidemment avec la méthode que j'aurais utilisée pour définir mon analyse. Donc, ces données-là, donc elles ont il y a deux manières de procéder. Donc, soit elles peuvent être créées directement au sein même de l'application, de l'applicatif, en les introduisant de manière manuelle. Et en fonction de l'outil, on peut aussi avoir des outils qui ont des systèmes d'importation, parce que vous avez déjà, par exemple, des listes Excel de données que vous pouvez intégrer dans le système. Donc, ce point-là est vraiment fondamental. Cette modélisation des analyses, elle est assez fondamentale parce que c'est elle qui pourra définir tout ce que vous allez avoir comme rendu. On sait, et j'anticipe un petit peu sur la suite, qu'un résultat final, c'est de pouvoir émettre par exemple un rapport avec les différents résultats d'analyse. Et donc évidemment, ce que vous souhaitez qu'il se trouve sur le rapport doit se trouver dans le système, et c'est en ça que la modélisation des analyses sont véritablement importantes. De même que quand on modélise une analyse, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a plusieurs étapes temporelles dans cette analyse. Si oui, quelles sont les échéances pour pouvoir derrière, plus tard, dans la gestion de planning, etc., pouvoir gérer convenablement chacune des étapes de ces analyses. Donc, voilà, c'est le deuxième point qui est essentiel, c'est de rentrer ces données de base dans le but de pouvoir définir les analyses. Il est clair qu'on pourrait définir plein d'autres données, mais ce qui est important, c'est de ne pas brûler les étapes et de véritablement se focaliser sur les données importantes et d'introduire une certaine logique dans l'implémentation. Et cette logique, ce que nous conseillons, nous, avec notre expertise, c'est que ça commence par le cœur de métier et les analyses. Donc voilà pour la seconde étape. Et donc effectivement, le fait de suivre les étapes, de ne pas brûler les étapes, c'est un point qui est très important. Et la troisième étape, pour nous, ça va être de tester et prototyper les données qui auront été encodées à l'étape 2. Donc là, on parle vraiment des tests d'analyse, et donc pas encore du flux fonctionnel.
Donc, ça va être une phase, là encore, assez cruciale, hein, puisque c'est sur ça aussi que va se baser l'efficacité de votre LIMS. Donc, l'idée, ça va être de faire des tests pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va vérifier tout ce dont Benoît a parlé précédemment, donc que les résultats sont correctement encodés dans le système, que les formules, par exemple, fonctionnent comme prévu. Si jamais eh bien, les tests sont concluants, on peut éventuellement passer à la création de bulletins d'analyse, hein, si c'est un de vos besoins. Et donc là aussi, on va pouvoir passer à une étape de vérification de ces bulletins, donc vérifier qu'ils sont complets, qu'ils sont conformes au format attendu, par exemple. Donc l'objectif de ce troisième point, c'est vraiment de s'assurer que les données de base qui ont été intégrées au système sont correctes et que bien, le LIMS fonctionne comme prévu dans cet aspect-là. Un point qui va être important pour cette étape 3, ça va vraiment être l'accompagnement qui va jouer un rôle essentiel pour ces tests et ces optimisations. Voilà, donc on vérifie. Donc après cette étape où on a testé, donc j'ai dit l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir créer le cœur du système que sont les analyses. Kathleen vous a dit qu'on allait tester cette partie-là pour s'assurer qu'on n'a pas fait de faute, d'erreur au niveau de l'encodage et de la définition. Et une fois qu'on s'est assuré que cette partie analytique, je vais dire, du système fonctionne bien, maintenant, il faut tout mettre en perspective. C'est-à-dire qu'on va maintenant s'atteler au flux fonctionnel. Alors, plus tellement, même s'il y a quand même certains aspects qui sont liés directement aux analyses, mais surtout à l'intégration de ces analyses. C'est-à-dire que ces différents flux fonctionnels vont devoir répondre à un certain nombre de questions et qui sont, par exemple, qui et quand est-ce que les demandes d'analyse, on peut appeler aussi demandes d'essai, vont être créées? Est-ce que elles vont être créées manuellement? Si oui, à quel moment? Est-ce qu'elles vont être créées automatiquement? Alors, automatiquement, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, en interfaçage avec un logiciel de gestion de production, si vous êtes dans le domaine industriel, qui vous dit, voilà, on a fabriqué tel lot de tel produit, et donc on va avoir un besoin d'analyse qui va suivre de ce lot de produits. Ça peut être en adéquation avec un portail client, une demande client si on est laboratoire prestataire, par exemple, où soit le client va vous envoyer une commande en disant je souhaiterais réaliser telle et telle analyse sur tel type d'échantillon et en telle quantité, ou bien directement, comme je le disais, sur un portail où c'est lui-même le client qui vient vous demander, faire une demande d'analyse et peut-être de chiffrage aussi, si cela doit être facturé par la suite. Donc ça, c'est un premier type de question. Le deuxième type de question, quand on a répondu à cette notion de qui crée les demandes, comment elles arrivent, comment le système en a connaissance. Le point d'après, c'est les échantillons physiques. Quand est-ce qu'ils arrivent? Par quel biais? Donc, est-ce qu'on reçoit l'échantillon en même temps que la demande? Est-ce qu'il va arriver un petit peu après? Est-ce que on a besoin d'avoir des équipes qui vont aller faire des prélèvements des échantillons sur le terrain? Tout ça est intéressant, il est indispensable de savoir comment ça va se faire pour savoir comment on veut que le système informatique gère ces différentes entités. Ensuite, dans les analyses à proprement parler, une fois qu'on a les échantillons physiques et donc on sait évidemment via la demande quelles sont les analyses à réaliser dessus, il y a toute la partie opérationnelle des analyses, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va planifier ces analyses, quand est-ce qu'on peut envisager l'obtention des résultats si vous devez fournir un engagement là-dessus, et puis la réalisation véritablement des analyses à proprement parler et l'arrivée des résultats à ce niveau-là. Je ne rentre pas plus en détail sur la partie résultats, parce que Kathleen va en discuter dans le point d'après également. Mais le flux ne s'arrête pas là, puisque il y a aussi une vie après l'obtention des résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez faire de ces résultats, c'est-à-dire comment ils doivent être communiqués.
Est-ce que, encore une fois, c'est l'émission d'un rapport qui va primer? Est-ce que si vous êtes dans un milieu industriel, vous devez renvoyer un message à un logiciel ERP pour libérer des stocks, par exemple? Est-ce que si vous êtes prestataire, vous devez envoyer, en plus du rapport, une facturation derrière pour que vous soyez payé de la prestation que vous avez réalisée? Donc, tout ça continue dans le flux fonctionnel qui sont à mettre en place, à définir et à mettre en place. Alors, dans l'ensemble de ces flux, on voit que ça peut être très, très vaste. Donc, c'est quand même aussi une phase hyper importante et qui peut prendre pas mal de temps également, suivant justement la diversité des flux, parce que on n'est pas limité à un seul. On pourra avoir une multitude de flux différents qui sont possibles. Mais dans ces flux aussi, on va avoir différents acteurs qui vont intervenir. Et donc, ces différents acteurs, ils vont aussi devoir participer à une partie de ce flux. Donc, ce qui est important aussi, c'est de mettre en évidence, de mettre en place des écrans et des menus qui vont être adaptés pour ces différents profils d'utilisation afin que eux soient véritablement axés sur les missions qu'on leur confie, et éventuellement aussi de mettre en place quelques premiers indicateurs qui vont leur permettre en cours d'utilisation de vérifier si tout se passe bien ou si, au contraire, il y a besoin de mettre en évidence certaines problématiques. Je refais un petit lien avec ce que Kathleen vous a dit au début. C'est aussi à ce moment-là que le rôle des key users est très important, parce que en fonction de ces différents flux, il sera intéressant d'avoir des key users qui représentent les différents stades de ces flux si on a affaire à des personnes différentes. Le dernier point sur cette partie flux fonctionnel, donc je vous ai dit adapter les écrans, mais il y a aussi véritablement la notion de profil d'utilisation et de droit d'accès. C'est-à-dire que non pas par question de confiance, mais pour éviter aussi qu'il y ait trop de soucis, c'est qu'on va aussi donner aux personnes un accès privilégié aux missions qu'on leur demande de faire, et on va fermer les accès auxquels elles n'ont pas le besoin de participer, afin d'éviter d'être trop perdues et éventuellement de faire une erreur parce que c'est lié à un fonctionnel dont ils ne sont pas en charge. Voilà donc pour cette partie flux fonctionnel qui est encore une fois un gros morceau. Donc chaque étape sont des gros morceaux, mais où véritablement son positionnement à ce stade-ci devient essentiel. Alors, si le sondage refonctionne, on va faire le test. On peut peut-être passer à une nouvelle question. Oui, alors... quel degré, à mon avis, on va avoir un petit problème avec le sondage. Donc, quel degré d'importance accordez-vous à l'accompagnement dans la mise en place d'un LIMS? Est-ce que vous accordez peu d'importance? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est très important? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Donc, je répète les réponses pour le sondage: peu important, important, très important. On vous laisse encore quelques instants pour réfléchir ou pour répondre. Je pense qu'on peut passer tout doucement à la suite. On peut voir qu'effectivement, de premier abord, ça semble important, voire très important à ce niveau-là. Je pense que là, vous avez complètement raison, c'est même essentiel. Parce que, comme je vous ai dit, ça peut être des choses qui sont assez complexes, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire tous les jours. Et donc, l'accompagnement est quelque chose d'essentiel dans la réussite d'un projet.
Kathleen, je te repasse la main. Donc, on arrive maintenant à la 5e partie de notre webinaire où on va aborder un autre point qui est au cœur du LIMS, qui va être donc la conformité et la traçabilité. Alors, ces deux éléments qui sont vraiment au cœur d'un système de gestion de l'information de laboratoire, et évidemment que les 4 points précédents dont on a parlé sont déjà des points clés pour ces aspects de conformité et de traçabilité. Mais on a d'autres points qui vont permettre de renforcer tout ça. Un des premiers points, ça va être la possibilité de réaliser des reprises de données. Donc, on va pouvoir faire ces reprises pour éviter une double saisie qui pourrait être source d'erreur. On peut également interagir avec des appareils de laboratoire via des interfaçages pour que les résultats obtenus à partir de ces instruments soient directement importés dans le LIMS et donc éviter le risque d'erreur humaine et augmenter la sécurité des données. Donc, comme l'a précisé Benoît avant, il y a plusieurs manières d'obtenir les résultats. Ça peut donc être manuel ou par reprise de données ou par interfaçage, comme on vient de le voir ici. Les analyses, elles peuvent être traitées de manière individuelle ou conjointement sur une feuille de travail si nécessaire. On va également pouvoir gérer la partie équipement. Alors, ça, c'est quelque chose qui est faisable, ce n'est pas du tout obligatoire, mais on peut, grâce à une gestion avancée des équipements, suivre l'utilisation des différents instruments, planifier les maintenances, vérifier les calibrations. Le but, ça va vraiment être de garantir que ces instruments fonctionnent toujours dans les meilleures conditions. Et donc, là encore, ça va venir renforcer la traçabilité. Il en va de même avec la gestion des réactifs. Donc, un LIMS va vous permettre de suivre en temps réel vos stocks de réactifs et de consommables, d'anticiper, par exemple, vos besoins de réapprovisionnement et aussi de s'assurer que les réactifs que vous utilisez soient utilisés justement dans les conditions optimales. Donc, on va vérifier les dates de péremption, par exemple, les numéros de lot. Donc, ça, c'est un autre point. Un autre aspect qui va pouvoir être essentiel, ça va être la gestion des habilitations. L'idée, donc un peu comme on parlait pour les droits aussi, ça va être de pouvoir donner des droits spécifiques aux utilisateurs en fonction de leurs compétences ou de leurs habilitations, et donc de s'assurer que chacun puisse accéder à des tâches ou saisir des résultats que si ça rentre dans son scope de compétences. Là aussi, on a un véritable enjeu de sécurité derrière ces paramétrages et cette gestion des habilitations. Donc, pour conclure sur cette étape numéro 5, avec des fonctionnalités avancées que vous allez pouvoir retrouver dans le LIMS, qui ne sont pas obligatoires, vous allez pouvoir gérer efficacement les équipements, les réactifs, les habilitations, et ainsi vous assurer que toutes vos données sont bien traçables, sécurisées, et donc que votre laboratoire soit bien dans un environnement qui soit conforme aux normes. Voilà pour ce point numéro 5. Merci. Donc, on arrive à l'étape 6, peut-être un petit moment pour faire un tout petit récap de ce qu'on a déjà vu jusque-là. Donc, phase 1, étape 1, pardon, on analyse bien le besoin. Étape 2, on crée des données de base jusqu'en étant la définition des analyses qui peuvent être réalisées au sein du laboratoire. Étape 3, on vérifie que ce qu'on a créé dans le système comme analyse est bien fonctionnel avec tout le détail qu'on souhaite y mettre. Étape suivante, on intègre ça dans les flux de fonctionnement, c'est-à-dire comment se créent les demandes d'analyse, quand arrivent les échantillons, comment se passe l'organisation de la réalisation des analyses et ce qui se passe après aussi, émission de rapports, envoi de données, facturation éventuelle. Donc, on commence à avoir une belle vision globale des choses. Kathleen vient vous parler de la traçabilité, c'est-à-dire la possibilité, encore une fois, ce n'est pas une obligation,
mais si votre métier vous l'impose ou que vous souhaitez le mettre en place, vous pouvez, hein, avec aussi bien les appareils de laboratoire que les réactifs, que les compétences, les habilitations des personnes qui vont réaliser ces analyses. Donc, on a répondu à énormément de questions sur le système. On a normalement à ce stade toutes les réponses de comment on doit faire dans l'application pour répondre aux besoins. On est quasiment prêt à démarrer. Je spoil un petit peu du coup la suite, mais une étape hyper importante avant de démarrer, encore une fois importante, hein, on ne vous a pas donné d'étape qui n'était pas importante malheureusement, c'est de former les utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'à ce stade, les gestionnaires de projet, les key users ont une bonne maîtrise de l'outil et de tout son mode de fonctionnement. Mais en règle générale, ce n'est pas du tout le cas encore pour l'ensemble des membres du personnel qui vont devoir au final agir et travailler avec l'outil. Donc, il est essentiel maintenant de leur apprendre à travailler avec l'outil. Alors, ce qui est aussi essentiel, c'est de bien leur apprendre, donc pas leur refaire forcément toutes les étapes du processus qui s'est déroulé avant qu'ils rentrent là en jeu, mais bien de les former sur ce qui est arrêté comme fonctionnel et qui a été validé comme correspondant aux attentes. Donc, cette formation des différentes personnes va bien évidemment se travailler par groupe en fonction des profils d'utilisation, puisque le but, c'est qu'on explique à une personne quelle est la sphère d'action qu'il va avoir dans le logiciel et entre guillemets, on n'a pas besoin de lui expliquer des choses que lui n'aurait pas à faire avec le système. Donc, on se cantonne à ce que lui va devoir faire avec le système. Et pour être certain que la personne assimile l'information donnée et puisse, entre guillemets, vraiment agir, on va mélanger cette formation en une partie théorique où on va quand même recontextualiser un tout petit peu le besoin, présenter l'application, mais aussi une partie pratique de manipulation directement avec l'outil parce que c'est tous pour l'avoir vécu. Qu'entre regarder quelqu'un faire et le faire soi-même, il y a un petit monde de différence. Donc, le but est d'éviter le plus possible des encombrements au moment du démarrage, on va appeler ça encombrement, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté, mais des soucis au moment du démarrage. Et donc, c'est d'acquérir déjà une certaine routine par la pratique. Un élément aussi qui est assez important, souvent, surtout s'il y a beaucoup de profils différents ou qu'il y a beaucoup de personnes, c'est de pouvoir définir ou de créer des supports d'utilisation qui sont adaptés à chaque profil, dans le sens où si justement ils ont un oubli de où ils doivent cliquer à tel moment pour faire telle ou telle opération, ce support puisse les aider au maximum sans qu'ils aient forcément besoin de faire appel à un key user ou un encadrant dans les premiers temps, le temps que ça devienne la nouvelle habitude de travail. Encore une fois, pour éviter trop d'engorgement, il est important que cette formation des utilisateurs finaux se fasse de manière assez proche du démarrage. Petite analogie, quand on a appris à rouler en vélo, si on ne pratique pas tout de suite, on perd cette habitude. C'est exactement la même chose avec un système informatique. Si on ne le pratique pas, on perd assez rapidement l'apprentissage reçu. Donc, il est essentiel que ça se fasse proche du démarrage. Ça peut dire la semaine d'avant, 10 jours avant, mais un mois avant, ça devient déjà des délais qui sont extrêmement longs à ce niveau-là. Voilà pour la partie de formation des utilisateurs finaux. Alors, on a un dernier sondage. Donc,
quel type de LIMS correspond le mieux à vos besoins. Les réponses sont un peu plus longues, du coup, je vais vous les mettre dans la conversation et vous n'aurez qu'à taper 1, 2 ou 3 en fonction de vos besoins. Déjà aussi, merci de votre participation au sondage, malgré le petit problème technique. On voit qu'avec dans la conversation, vous jouez le jeu et c'est bien sympathique. Souvent unanime d'ailleurs. C'est ça. Donc parfait. Merci pour vos réponses. Ce que je propose, c'est qu'on continue en vrai, même si vous pouvez toujours continuer, évidemment, à répondre à ce sondage. Et voilà, on arrive tout doucement à l'étape 7. On avait donné 8, donc on arrive vers la fin. Donc, effectivement, vous vous en doutez peut-être, donc cette étape 7, cette avant-dernière étape, ça va être le démarrage, donc la mise en production du projet. Alors, c'est une étape qui est cruciale, mais qui doit bien se passer si tous les autres points ont été respectés. Pour ça, ce qu'on vous conseille, nous, ça va vraiment être déjà la coordination des différentes parties prenantes. Donc, on a vu que plusieurs personnes rentraient en jeu pour la mise en place de ce LIMS. Donc, il va falloir que chaque partie soit alignée sur les objectifs et les échéances. Que voilà, tout le monde démarre en même temps ou si ça a été échelonné, eh bien, que chacun sache quand commencer. Donc, la clé, ça va être vraiment la communication ici. Et ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'avoir une surveillance accrue les premiers temps. Donc, d'être vigilant, de surveiller le fonctionnement du système, mais aussi la manière dont les utilisateurs interagissent avec ce système. Le but, ça va être de détecter rapidement s'il peut y avoir des anomalies ou des difficultés éventuellement. Et puis, si besoin, de faire des ajustements, normalement mineurs, pour améliorer l'efficacité ou l'utilisation du LIMS si besoin. Donc, le but, ça va vraiment être que la transition, puisqu'on va vraiment parler d'une transition, elle se fasse de la manière la plus fluide possible selon vos attentes et que cela vous apporte tous les bénéfices des besoins que vous avez définis à l'étape 1. Voilà, donc à ce stade-ci, vous allez dire, mais tiens, c'est bizarre, on parle de démarrage, donc le projet est parti, le projet est lancé, il fonctionne maintenant, et on n'est qu'à l'étape 7. On en avait évoqué 8 étapes. Or, a priori, on a résolu toutes les problématiques et on a bien procédé pour combler ce projet. C'est tout à fait vrai. L'étape 8, elle n'est pas forcément obligatoire, mais elle est quand même hyper intéressante. Alors, c'est quoi cette étape 8? On va avancer. J'ai par contre un petit souci. Normalement, là, qui arrive, suivi un indicateur. Ici. Ah, oui, okay. Oui, moi je l'ai. Ok, donc c'était l'étape 8, pas l'étape 6, mais autant pour moi, c'est pas grave. Petite erreur, mais vous aurez compris. Donc effectivement, l'étape, j'étais induit en erreur par ça, c'est pas très grave. Donc l'étape 8, c'est les suivis et indicateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a analysé les flux, quand on a tout mis en place, on a pensé à plein de choses sur comment le système allait réagir, comment les gens devaient être informés pour interagir avec le système, pour réagir de la bonne manière et avec la bonne priorité à certaines problématiques. Donc, on a mis en place peut-être certains indicateurs, on a prévu de faire certaines choses d'une certaine manière. Mais il n'est pas rare, pour dire que c'est quasiment toujours un peu le cas, c'est que par la pratique, une fois qu'on a démarré et après un certain laps de temps, on se rend compte que les choix qui ont été posés ne sont pas forcément optimum. C'est-à-dire que on peut faire des choses parfois un petit peu plus simplement, parfois certains cas particuliers ne sont pas gérés de la meilleure manière et que
à la lueur du vécu déjà passé un peu avec le logiciel, on peut entrevoir les choses d'un œil différent. Ou même au niveau des indicateurs, on a pensé qu'il allait y avoir des indicateurs qui allaient être nécessaires, essentiels pour suivre telle ou telle chose. Et finalement, ces choses-là, on n'en a pas tellement besoin des indicateurs parce qu'elles se gèrent relativement bien. Mais par contre, d'autres situations auxquelles on n'a pas pensé sont plus problématiques à gérer. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est intéressant de refaire un point et de se reposer la question de savoir si tout ce qu'on a mis en place, y compris dans les menus, etc., sont vraiment optimum ou s'il faut y apporter certaines modifications. Encore une fois, pour le confort de l'utilisateur, mais aussi pour éviter de passer à côté de situations critiques ou problématiques au niveau de la gestion du système. Donc ça, c'est vraiment une première grosse raison de faire un suivi après un certain temps. Alors ce temps, il n'est pas fixé, hein, ça dépend un petit peu de votre rythme de travail, mais il faut quand même compter certainement quelques mois, je veux dire, de travail, 1, 2, 3 mois, parfois 6 mois avant de refaire ce point-là. Tout dépend des choses qui sont relevées, si ce sont des choses qui sont vraiment très problématiques. Il vaut mieux réagir un peu plus vite à ce moment-là, ou s'ils sont moins problématiques, à ce moment-là, ça peut être dans des délais un tout petit peu plus importants. La deuxième grande notion de ça, c'est que tout le travail qui est fait au sein du système, l'encodage des résultats, etc., toutes ces données-là sont à disposition pour pouvoir les analyser. C'est-à-dire que ça, il y a une grosse plus-value aussi à ce niveau-là, c'est que vous allez pouvoir, suivant les besoins que vous avez, exploiter les données qui ont été collectées au sein du système. Alors que ce soit pour mettre des indicateurs de performance, pour savoir par exemple en combien de temps vous répondez généralement à vos demandes d'analyse, que pour faire du suivi de résultats. Par exemple, pour tel article qui est fabriqué dans votre entreprise, vous constatez une certaine instabilité au niveau des valeurs obtenues pour certains paramètres. Essayez de déterminer si à un moment, si c'est lié à un moment de l'année ou à des données de production, etc., des circonstances de production, ou bien si parce que vous avez des clients, si vous êtes prestataire qui vous demande un rapport, un ensemble, une collecte plus globale des données à analyser sur du plus long terme. Bref, différentes raisons, différents motifs qui pourraient vous amener à exploiter, à travailler les données qui sont au sein du système et qui sont difficilement faisables au départ puisque vous n'avez pas encore de données. Il faut évidemment avoir l'accumulation d'un certain temps de données pour pouvoir derrière en retirer des statistiques et des analyses pour améliorer les choses. Donc cette étape de suivi et d'indicateurs, c'est une première étape qui s'effectue après, comme je vous le dis, un certain temps après le démarrage, mais il est même conseillé de réévaluer cette étape, par exemple, une fois tous les ans, une fois que vous avez démarré, que vous avez pris votre rythme de croisière. Ce n'est pas parce que vous avez implémenté un système depuis 4-5 ans que vous ne devez plus effectuer ces étapes. Pourquoi ? Parce que tous les jours, il y a des choses qui changent, ou en tout cas de manière régulière, vous êtes confronté à voir des choses un peu sous un axe différent. Et donc, il faut continuer à faire vivre votre outil qui doit rester un outil et donc être adapté à ce que vous faites aujourd'hui et pas uniquement à ce que vous avez fait à une époque et que ça reste à 100% immuable. Voilà, donc on a à ce stade-ci, je pense, revu les 8 points clés comme nous l'avions évoqué initialement. Alors, on a un tout dernier sondage, une toute dernière question. Donc, auriez-vous besoin de plus d'informations sur la mise en place d'un LIMS ? Vous pouvez tout simplement répondre par oui ou par non. Donc ici, on vous a présenté les grandes lignes, mais n'hésitez pas si ça vous semble qu'il vous manque des informations, ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire. Et vous pourrez aussi, bien évidemment, nous contacter si vous le souhaitez dans les différentes mises en place qu'on a déjà fait et même avec
certains prospects, on reste toujours à disposition pour répondre à vos questions. Si vous avez des interrogations, si vous avez du mal à cerner un petit peu dans votre cas particulier à vous, comment ça pourrait se passer, on pourra essayer d'y répondre, mais à ce moment-là, évidemment, dans un dialogue qui sera un peu plus précis entre vous et nous. Aussi que certains demandent des démonstrations, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. Effectivement, c'est tout à fait possible et elles seront totalement personnalisées à vos besoins. On passe à la conclusion. Donc, la conclusion, je ne sais pas, tu commences peut-être, Kathleen, et puis après... Donc, effectivement, comme l'a dit Benoît, ici, c'est vraiment les 8 points qui, pour nous, vont vous permettre de mener à bien votre projet d'acquisition, de mise en place de l'IMSS. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que tout ce qu'on a présenté n'est pas obligatoire, ça va vraiment dépendre de votre flux fonctionnel, de vos besoins, de votre fonctionnement aussi. Et un point qui va être vraiment important, je pense qu'on en a parlé à plusieurs moments et le sondage l'a révélé aussi, l'accompagnement va être quelque chose de clé, un accompagnement qui soit vraiment ajusté à vos besoins, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de fréquence, etc. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir le logiciel qui correspond à vos besoins avec les paramétrages associés et vraiment tout ce qui va bien derrière. Il y a aussi un rôle de conseil, etc. Donc, c'est vraiment une partie qui n'est pas à négliger. Voilà, c'est hyper important ce que vient de dire Kathleen, c'est que, vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça tous les jours, de mettre en place ce genre de choses, de traiter des flux d'informations, etc. Par contre, vous savez très bien comment vous fonctionnez dans votre entreprise. Mais l'accompagnement, c'est justement l'inverse, c'est d'avoir affaire à des personnes qui ont, à l'inverse, un peu plus d'expérience dans la mise en place de ce genre de choses et de la gestion de flux. Par contre, ils ne connaissent pas de prime abord, aussi bien que vous, votre mode de fonctionnement, et c'est bien donc une collaboration entre vous et les intervenants au niveau de l'accompagnement qui va faire toute la réussite du projet et la prise en compte de toutes les particularités de votre projet. Donc, vous avez présenté, c'est vraiment 8 grandes étapes. Alors, comme vous l'avez compris, on vous a dit qu'elles étaient toutes essentielles. C'est parce qu'on le pense vraiment. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes. Donc, c'est la mise en place d'un logiciel tel qu'un LIMS est généralement quelque chose qui est un projet qui demande beaucoup de temps et d'investissement. Et si on se disperse de trop, on va avoir difficile à arriver à une situation bien stable et bien maîtrisée dans un délai qui est raisonnable. Donc, il faut parfois accepter de vraiment aller étape par étape on va parfois plus vite en travaillant, enfin c'est même pas parfois, on va quasiment systématiquement plus vite et avec un meilleur gage de réussite en y allant étape par étape, même si ça peut amener parfois un peu de frustration de vouloir anticiper certaines étapes qui sont à plus lointaine échéance pour voir la réussite. Et évidemment, tout ce dont on a parlé ici n'est pas forcément obligatoire, ça va dépendre de votre souhait, de votre mode de fonctionnement. On a parlé notamment de traçabilité, équipement réactif, parce que ce ne sont pas forcément des choses qui sont obligatoires. On a parlé de flux fonctionnels avec éventuellement des notions de commande, de facturation, etc. On peut avoir des choses qui sont très, très simples, à simplement créer une demande d'analyse, réaliser les analyses, introduire les résultats et puis valider ces résultats et émettre un bulletin. Et ça se limite à ça. Tout le reste, c'est dépendant de vos exigences à vous et aussi, hyper important, c'est faisable dans le temps. Alors, ça veut dire quoi, faisable dans le temps? C'est que vous pouvez démarrer sans avoir tous les flux qui fonctionnent et tout de manière complète dès le départ. Donc, comme je vous disais, on peut éventuellement démarrer
en utilisant l'application, en créant les demandes d'analyse, en saisissant les résultats et en obtenant les rapports. Et puis, petit à petit, version 2, on viendra y mettre, je ne sais pas moi, l'origine de création des demandes d'essai en l'automatisant via une interface ou en créant un lien vers des demandes clients. Même chose pour ce qui serait partie facturation après. Même chose pour ce qui serait la gestion des équipements, des réactifs. Tout ça, ça peut être des phases 2, des phases 3, des phases 4 de votre projet. L'essentiel, c'est que vous soyez en capacité de gérer convenablement chaque étape. Et si ça paraît trop lourd, on fait des plus petites étapes qu'on va enchaîner et ça permet à ce moment-là de mieux répondre aux objectifs et de ne pas se laisser dépasser par la mise en place d'une étape bien précise. Et du coup, ce dernier point répond un peu à votre question aussi. Je vois que M. Durand avait une question sur est-ce qu'on peut rajouter des modules, etc. Oui, c'est faisable et les modules peuvent se rajouter éventuellement si besoin également. Voilà, donc nous, je pense qu'on a pas mal... on vous a donné des informations. Je ne sais pas, du coup, on peut peut-être passer à une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus particulières, on peut essayer d'y répondre, si elles sont assez généralistes. Sinon, n'hésitez pas non plus à nous recontacter si vous voulez une étude de cas un peu plus spécifique. Nous pourrons évidemment vous répondre et pour avoir un rendez-vous à ce niveau-là pour en discuter. Encore une ? Alors, on vous enverra le replay du webinaire par email dans la journée. Donc, vous y aurez accès assez rapidement. Pour la question aussi sur les démonstrations, à la fin, donc nos coordonnées vont s'afficher. On vous invite vraiment à reprendre contact avec nous si jamais ce n'est pas nous qui revenons vers vous pour pouvoir prévoir ces démonstrations de l'outil. Parfait. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'hésitez pas aussi, donc, en plus effectivement d'avoir un contact particulier avec nous, si vous ne l'avez pas déjà fait, de visiter notre site internet par rapport à là, ici nous avons parlé de manière générale l'implémentation d'un LIMS, mais par rapport aux fonctionnalités que nous pouvons offrir avec le LIMS que nous proposons, nous, avec les différentes fonctionnalités qui existent au sein de ce logiciel. N'hésitez pas donc à parcourir notre site internet, vous aurez accès à ces différentes informations. Et évidemment, nos conseillers seront aussi là pour répondre à vos questions et pour vous orienter si besoin. Alors, je vois qu'on a une question de Madame Winkin. Donc, pour la partie gestion des stocks, oui, on propose aussi un module avec tout ce qui est gestion de commandes, réception, facture. Et les interfaçages avec les logiciels comptables sont des choses qu'on fait très souvent. Donc là, par contre, ça demande une analyse un peu plus détaillée de ce que vous avez vraiment besoin d'interfacer, mais ça peut être fait sans souci. On voit que certains d'entre vous sont en train de déployer un LIMS. C'est très bien. On vous souhaite bon courage. On sait que c'est des tâches qui sont, comme on dit, qui prennent du temps, qui sont fastidieuses, mais je pense que c'est un vrai intérêt derrière dans la gestion de votre laboratoire. Alors, on a une question. Qui peut-on contacter pour aller plus loin dans la personnalisation d'une démo ? Et donc, vous pouvez utiliser notre adresse mail, par exemple, qui est commercial@acumanager.com, qui est une adresse un petit peu générique qui permettra simplement de gérer le flux des entrées par rapport à ce webinaire. Et en fait, à partir de ce moment-là, votre demande sera prise en charge par un de nos ingénieurs qui vous prendront contact avec vous et qui permettront de parler plus en détail de votre projet personnalisé à ce niveau-là. Et derrière, ils prendront quelques informations sur votre projet et par la suite, ils pourront vous
proposer une démonstration de l'outil. Alors, pourquoi quelques informations sur votre projet? Parce que c'est important de vraiment vous le présenter dans l'optique de votre projet et pas de manière complètement générique. Ça vous parlera beaucoup plus à ce niveau-là. Alors, on parle aussi, est-ce qu'il y a une gestion des non-conformités, plaintes, répétition d'analyse? Oui, c'est tout à fait prévu dans le logiciel. Donc, on a des notions de notes d'incident directement sur la réalisation des analyses. Alors, ces notes d'incident, elles peuvent être de différents types. On peut avoir pour des types de résultats qui sont hors spécification, donc hors valeur attendue, mais aussi pour des problématiques d'équipement qui seraient en retard d'étalonnage ou ce genre de choses, pour des problématiques aussi d'habilitation, ce genre de choses. Enfin bref, différentes notes d'incidents qui sont possibles. Et on peut effectivement effectuer des retests, soit sur l'échantillon déjà utilisé, on réanalyse avec un retest unique ou des triples retests pour refaire une moyenne de résultats, ou bien également prélever de nouveaux échantillons pour analyse également. Tout ça est possible avec le système. Pour la question suivante sur la possibilité d'utiliser le LIMS dans la partie contrôle qualité et R&D pour un labo béton, il n'y a aucun souci, on a des clients dans ce domaine et notre LIMS étant assez paramétrable, il peut s'adapter à différents secteurs d'activité. Voilà. Éventuellement aussi, parce que vous évoquez la notion de recherche et développement, si le LIMS est un peu trop précis, parce que ça peut arriver parfois dans certains cas au niveau de la recherche et développement que le LIMS soit trop précis pour gérer des projets ou en tout cas qu'il n'intervienne qu'à un certain niveau et que vous souhaitiez gérer en amont des projets divers et variés avec des axes dans différents projets. Nous proposons aussi dans nos solutions les cahiers électroniques de laboratoire qui permettent également de gérer ces différentes étapes de projet avant même d'arriver sur les tests à proprement parler. Donc, tout le découpage, entre guillemets, de ces différents projets, de ces différents axes de recherche peuvent être gérés dans une notion de cahier électronique de laboratoire qui peut s'inclure avec le LIMS. Et ça tombe bien parce qu'on a aussi réalisé un webinaire l'année dernière justement sur l'ELN. Et voilà. Donc, je vais vous envoyer ceci dans la conversation. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet. Voilà, c'est un complément d'information, ça fait partie aussi des modules. Donc, l'ELN existe en tant que système à part entière, mais peut aussi être un module complémentaire à la partie LIMS à ce niveau-là. Alors, la qualification. Grand débat. Alors, comme vous l'a dit Kathleen, nous travaillons avec énormément de secteurs d'activité différents. Donc, on peut très bien être présent dans l'agroalimentaire, le pharmaceutique, la métallurgie, les matériaux, la santé, différents domaines d'activité. Et tout le monde utilise le même système avec le même cœur de système qui est par contre assez fortement paramétrable selon vos besoins. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas chez nous en tout cas, et dans beaucoup de logiciels qui fonctionnent de cette manière-là, il n'y a pas de trame préétablie pour faire les qualifications, surtout les QO, les installations, ça effectivement, on peut vous fournir toutes les données qu'il faut et le protocole précis de qualification d'installation. Mais pour tout ce qui va plutôt être au niveau de l'opérationnel, ça se fait au cas par cas en fonction de ce qui était paramétré dans l'outil, la manière dont vous allez utiliser l'outil. Et donc, très honnêtement, ce n'est pas notre cœur de métier, donc nous ne proposons pas de choses toutes faites à ce sujet-là, parce que comme je vous l'ai dit, c'est paramétrable et donc on n'a pas cette notion toute faite. Par contre, nous travaillons avec un prestataire dont c'est le métier, parce que qui dit qualification et validation d'application, ça veut dire qu'une validation en corrélation avec un cahier de charge, et ces cahiers de charge, c'est des exigences des normes
sont différentes en fonction du secteur d'activité. On n'a pas forcément le même niveau d'exigence, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans le pharmaceutique ou dans les études de matériaux, même s'il y a des points communs, bien évidemment. Et donc, nous travaillons en collaboration avec un autre prestataire, un partenaire, pour cette partie validation de l'application. Et aussi, deuxième raison pour laquelle nous n'y allons pas, c'est que nous n'aimons pas être juge et partie. C'est-à-dire que c'est difficile pour nous comme c'est notre solution, nous ne sommes pas revendeurs, nous sommes propres éditeurs de nos solutions. C'est difficile pour nous d'être juge et partie, c'est-à-dire de vous fournir et la solution et tous les processus de validation qui sont afférents à ces éléments-là. Donc voilà, différentes raisons. Donc on peut vous fournir des solutions en collaboration avec un partenaire, mais nous n'y allons pas, nous, directement, parce que nous n'avons pas toutes les compétences nécessaires en interne, ni la veille à effectuer au niveau des normes pour être les plus pertinents à ce niveau-là. Espérons que ça réponde à vos questions. Alors, on a une petite question ici. Je souhaiterais savoir si vous avez un replay d'un webinaire sur la gestion des équipements. Nous n'en avons pas spécialement, mais nous en avons plein d'autres. Je vais vous envoyer du coup le lien vers notre page principale. N'hésitez pas non plus, encore une fois, même si c'est axé que sur la partie gestion des équipements, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous via le mail commercial@acumanager.com que Mathilde vous a déjà remis tout à l'heure. Un de nos conseillers pourra aussi vous aiguiller, ne serait-ce que si même si c'est focalisé sur cette partie-là. Nous avons des solutions qui peuvent vous aider sur la gestion de la métrologie de vos appareils ou même allant jusqu'à la maintenance de vos appareils suivant ce que vous avez besoin. C'est les points. Ah ben oui. Donc, voilà. J'ai les informations avec mon nom, mais l'adresse mail, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, elle est visible ici, elle est affichée à l'écran. Donc, ce n'est pas un mail impersonnel, c'est simplement pour nous donner la possibilité de bien réorienter votre demande et éviter des temps d'attente qui soient trop longs parce qu'on aurait reçu trop de mails en même temps. Donc, ils seront redispatchés rapidement et vous serez remis en contact aussi très rapidement avec l'un de nos collaborateurs à ce niveau-là. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut tout doucement clôturer ce webinaire. Donc, pour rappel, on vous enverra toutes les informations qui sont relatives, le replay, etc., dans les prochaines heures. Donc, restez bien connectés à votre boîte mail. On vous remercie aussi pour votre présence. Voilà, merci à vous pour avoir participé à ce webinaire et bien évidemment, toujours au plaisir de vous revoir. Belle journée à tous, encore merci. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée.